Et je vous demande d'accueillir Paloma Sermonday. Alors, l'idée est de faire circuler un micro dans la salle, donc n'hésitez pas à vous manifester et à lever la main. Et puis, vous verrez assez rapidement qu'il n'y a pas de bêtes questions. Souvent, j'en fais la preuve. Et du coup, Paloma, moi, je veux bien savoir comment est né Il pleut dans la maison, puisque ce n'est pas un circuit de production classique. C'est un film qui est né pendant le confinement, au niveau de l'appel d'aide aux productions légères. Donc un film pour lequel il suffisait de remettre un traitement d'une dizaine de pages. 5 même. Voilà. Ouais. C'est parce qu'il y en a qui sont beaucoup trop longs. Mais donc un traitement de 5 pages, ce qui n'est pas commun. Mais j'ai envie de dire, pour l'avoir lu, tout était déjà là. Bah merci. Oui, c'est vrai que c'était une production légère. Alors évidemment, on n'arrive pas au tournage avec 5 pages, donc ça a quand même été de l'écriture, mais c'est vrai que c'était un scénario qui était écrit, disons, 3/4, parce que je savais qu'il y aurait des petits éclats d'improvisation pendant le tournage. Et en fait, moi j'ai commencé à l'écrire sans forcément penser travailler avec eux. Et puis, je crois que c'est Sébastien qui, à un moment donné, m'a dit « Mais quand même, ces 2 personnages, ils ont l'âge de Purday et Mackenzie. Peut-être que tu pourrais retravailler avec eux. » Parce que j'avais déjà fait un court-métrage quand j'étais à l'école avec eux, qui était plutôt un film hybride, mais disons plutôt documentaire. Et donc, voilà, je leur ai proposé. Alors souvent, quand je recroisais Mackenzie au village, il me disait « Mais tiens, j'aimerais bien refaire un jour un film, etc. » Et voilà, il s'est engagé. Je crois qu'il ne savait pas que ça durait autant de temps, parce qu'on a vraiment pris 1 année en amont du film pour préparer tout ça, pour répéter avec eux. Je les ai énormément filmés, j'ai beaucoup travaillé avec la caméra. On a passé beaucoup de temps au lac. J'arrivais avec des morceaux de scène, des débuts de dialogue. On imaginait la suite ensemble. J'essayais vraiment de rester dans quelque chose très proche de leur langage et de leur façon de s'exprimer. Et donc, on est arrivé au final avec un texte d'une 60aine de pages, avec certains dialogues clés très écrits et puis d'autres beaucoup moins. Voilà. Ils gardent leur prénom dans le film ? Ils gardent leur prénom parce qu'ils sont vraiment frères et sœurs, enfin, ils sont demi-frères et sœurs à la vie. Et en fait, dans cette année de travail avec eux, c'était sans cesse. Au début, il y avait des prénoms fictionnels, mais ça ne marchait pas du tout parce que voilà, on improvisait des choses et forcément, dans des éclats de rire ou de colère, il y a leur prénom qui sortait. Et donc, au bout d'un moment, on s'est dit, on va garder les prénoms. Et moi, je suis curieux de savoir comment ils ont réagi quand ils ont vu le film. Est-ce qu'au fur et à mesure des tournages, par exemple, ils voyaient des choses ou est-ce qu'ils ont vraiment découvert le film fini ? Ils ne voyaient rien pendant les tournages. De temps en temps, ils me demandaient pour voir un peu à quoi il ressemblait. Et puis, mais je leur montrais jamais de vidéo complète. Et puis, je leur donnais pas de texte non plus. À force de répétition, en fait, ils avaient retenu plein de trucs. Il y avait vraiment des scènes qu'ils connaissaient par cœur sans avoir jamais lu de texte. Et puis, 2 semaines avant le tournage, on a fait une lecture et c'est là qu'ils ont découvert la structure et qu'ils ont dit « Ah, ok, le film parle de ça », ils n'avaient pas tout à fait compris. Donc voilà, la production légère permet cette liberté-là et de pouvoir vraiment travailler différemment, de manière plus organique. C'était une petite équipe, on était 9, 7 sur le plateau, donc ça permet une certaine... alors c'est difficile, tout le monde a plein de casquettes, je le dis surtout aujourd'hui parce qu'il y a une partie de l'équipe qui est là. C'est pas évident, ça demande beaucoup de préparation et de patience, mais ils étaient très pros et je pense vraiment que cette année de préparation, on avait fait des bons soldats, quoi. Et alors, pro au point d'avoir un double prix d'interprétation à Namur, parce que si le film a eu le Bayard d'Or, ils ont eu un double prix d'interprétation. Oui, tout à fait. Et ça, comment ils l'ont vécu ? Et comment toi tu l'as vécu aussi ? Parce que je pense que c'est une jolie surprise. Oui, c'est sûr, c'était une belle surprise. J'ai peur que les gens imaginent que j'ai payé la ville de Namur d'où je viens pour avoir le prix. Non, mais j'étais surtout contente pour eux. Après, ils restent super terre à terre, mais j'étais très contente de pouvoir faire des Snapchats pendant tout le FIF. Et voilà, ils vivent chaque fois ça comme ça. Mais Cannes, c'était pareil. On avait l'impression de partir en vacances à la Côte d'Azur avec eux. Ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient dans un festival de cinéma. C'était plutôt la plage et les claquettes. Et c'est ça qui est très chouette avec eux, c'est qu'on le vit dans toute leur naïveté, quoi. Et Cannes, vous l'avez vécu comment ? Bien, belle surprise, grande surprise, parce que voilà, on va pas dire production légère, donc forcément on s'y attendait pas, mais il y avait quand même un peu de ça. Il n'y avait pas de casting, on sortait un peu de nulle part, on n'était pas du tout attendu, donc c'est un très bel écrin, c'est une petite sélection, donc on a une belle lumière, quoi. Puis je pense que les producteurs ne me contrediront pas, mais production légère, ça reste quand même une production, ça n'enlève rien au film.
C'est même plus difficile. Il faut vraiment être, il faut tout penser à la légère et en même temps que ça se voit pas quelque part. Donc c'est peu de décors, c'est peu de casting et en fait c'est beaucoup de travail en amont pour arriver à faire beaucoup avec peu. Donc quelque part, oui, les forces sont décuplées à certains endroits. Est-ce qu'il y aurait déjà des questions ou des commentaires? Alors, Philippe, on t'amène un micro. Merci. Paloma, t'as tourné où? C'est toujours Sclin. Là, c'est quoi? C'est l'Odeur? Oui, c'est tout au lac de l'Odeur. Et alors, il fait beau tout le temps? Comment vous avez Il fait beau ça? tout le temps. C'était 2022. Ok. Moi, j'ai commencé à écrire l'année d'avant. Il y avait Donc des inondations. Effectivement, c'est des belles questions, Nicolas. Excuse-moi, mais il fait beau tout le temps, ouais. Non, c'est pas une bonne question. J'ai commencé à écrire en 2021. Donc moi, j'imaginais beaucoup de pluie pendant que j'écrivais. Ouais. D'où aussi il pleut dans la maison. Ouais. Et en fait, non, 2022, si vous vous souvenez bien, c'était une grosse canicule. Oui. Donc les pelouses étaient brûlées, il faisait très très chaud, on a beaucoup souffert de la chaleur. Et on a même dû faire de la fausse pluie. Voilà. Ok. Et quand ils Pour tout vous transpirent, dire. tu les as maquillés ou bien? Comment? Quand ils transpirent, tu les as maquillés ou bien ils transpirent vraiment? Parfois, on augmentait un peu, mais ils transpiraient vraiment. Ok. Ouais. Ouais, Ils sont ouais. pleins d'hormones. Et ça, il y a eu combien de temps de tournage? 23 jours. Ok. Ouais. Ok. Après, je te parle. Ouais. Moi, je vais rebondir sur le maquillage, parce que, par exemple, Une vie d'aimante, qui a été produit dans les conditions légères aussi, un des éléments qui a été étudié justement dans la production a été de réduire les coûts maquillage et de former en fait les différents personnages à ce qu'ils se maquillent eux-mêmes. Ouais. Et donc, il y avait une maquilleuse un jour sur deux sur le tournage pour plus corriger qu'autre chose, mais du coup, le maquillage était intégré dans la manière de réaliser. Et donc, ici, il y a eu quasiment une unité de lieux, enfin, il y a 2 lieux quasiment, mais justement, comment se transcrivent les contraintes? Alors, en effet, dans l'équipe très réduite, par exemple, on n'avait personne en termes de continuité. Alors, je sais que les gens de montage et de script, forcément, le voient dans certains moments, je suis désolée, c'est pas grave, on va s'en remettre. Mais voilà, il n'y avait pas de script, il n'y avait pas d'accessoiriste. En effet, il n'y avait pas de maquillage, pas de coiffure, donc Purdey se maquillait elle-même. Quand c'était nécessaire. Bon, après, ils ont une belle peau, il y a une belle lumière, donc c'est pas dramatique qu'il n'y ait pas eu de maquillage, mais voilà, typiquement les moments de transpiration, on le faisait nous-mêmes, avec un petit spritch d'eau. Voilà, on n'était même pas forcément très très équipés, mais littéralement un spritch qu'on perdait tout le temps sur le plateau. D'ailleurs, donc c'est à chaque fois 10 minutes pour retrouver le spritch, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Non, spritch, j'ai pas dit à Cannes. Alors pour le coup, manifestez-vous, et moi j'en profite pour remercier Mano qui du coup passe le micro. Normalement je tape la honte à Eric qui est pas là, le directeur, donc du coup Mano c'est pour toi. D'abord je voudrais dire que j'ai beaucoup aimé le film, j'ai trouvé que c'était très très beau. Et j'aimerais connaître vos inspirations. Est-ce qu'il y a des réalisateurs qui vous ont inspiré pour ce film? Alors oui. Alors en même temps, c'est vrai que je suis quand même arrivée avec un film où tout le monde me parlait de cinéma social, donc il y avait quand même un certain poids sur les épaules. En Belgique, on a quand même un gros héritage de cinéma social, et en même temps, moi j'ai grandi avec un cinéma plutôt américain. Donc je retrouvais presque plus mon adolescence wallonne dans des films de Larry Clark, d'Harmony Korine. Des gens comme ça, parce que quelque part il y avait justement un côté, le côté un peu white trash, et en même temps on n'enfermait pas des personnages dans une certaine misère, on les empêchait pas de rire et de faire des films colorés, lumineux, avec une certaine autodérision aussi. Donc je crois que c'est plutôt ce cinéma-là quelque part qui m'a un peu emporté sur celui-ci. Et est-ce qu'elle a appris à nager ou toujours pas? Toujours pas, mais en fait elle nage, mais un peu comme un chien, donc elle ne se noie pas vraiment, voilà. Il faut rapidement qu'elle atteigne un bord, quoi. Donc sur le lac, ça aurait quand même été un peu dangereux. Et alors, moi, j'ai beaucoup ri avec le Bruxellois qui débarque au bord du lac de l'Odeur. Et ça, je veux bien savoir comment c'est arrivé. Il y avait quand même une envie de les confronter un peu à ce monde. Moi, quand j'étais en repérage avec eux là-bas, très vite, d'ailleurs, ils se disputaient même parfois avec des gens. Et très vite, ils trouvaient qu'il y avait plein de petits intellos, de bobos, et ils se sentaient. Je me suis beaucoup nourri aussi de leur propre observation d'un monde qu'ils découvraient. Le lac de l'Odeur, il y a quand même une expansion du tourisme qui est assez impressionnante. Il y a un groupe Best Western qui s'y est installé. Il y a énormément de sports nautiques. Donc tout ça, forcément, amène une population assez embourgeoisée. Et donc, dans le film, j'ai eu cette envie de les confronter à ce monde-là.
sans l'appuyer trop, mais voilà, il y a le petit Charles, l'agent immobilier, voilà, des personnages comme ça qui viennent, et aussi Youssef quelque part, qui viennent un peu les mettre face à cette difficulté qu'ils vont avoir à quelque part briser ce plafond de verre, quoi. Et alors l'agent immobilier joué par un des producteurs du film. Donc, Ouais. Comment est-ce que Sébastien Endres s'est retrouvé comédien dans le film? Alors, j'avais une image très très précise en tête de cet agent immobilier, et je ne sais pas, dans mon inconscient, je pense que le côté parfois un peu vendeur de tapis de Sébastien m'a semblé très à propos. Voilà. Je vous préviens, je vais lancer une pétition pour qu'il y ait une nomination comme meilleur espoir l'année prochaine. Puisque après tout, il n'y a pas de limitation dans l'âge de base pour être espoir au Magritte. On va tous voter. Voilà. Est-ce qu'il y aurait une question ou un commentaire? Oui, bonsoir. Je vous félicite. C'est un très beau film et j'ai trouvé les comédiens super justes. Donc, j'imagine tout le travail qu'il y a eu en amont. J'avais une question par rapport à votre futur. Est-ce que vous envisagez un prochain film avec la même structure de production légère, ou est-ce que vous avez senti une certaine limite, et dans ce cas, quelles seraient ces limites de rester en production légère? Merci. C'est-à-dire que les libertés artistiques que j'ai trouvées ici dans ce financement, d'une liberté, moi j'ai jamais vu ça comme une contrainte d'avoir peu d'argent, mais plutôt justement sur une certaine, je gagnais en liberté pour moi, ma façon de travailler. Ça a aussi ses limites, et donc c'est vrai que j'ai envie aussi de me mettre un peu le défi de rentrer dans une plus longue écriture, de techniquement aussi pouvoir essayer d'autres choses. Donc non, pour répondre à votre question, je vais essayer de financer normalement le prochain film, c'est prévu. Mais du coup, une envie de rester sur la fiction ou toujours l'envie de voyager entre documentaire et fiction? Alors pour l'instant la fiction, mais j'espère un jour avoir à nouveau un sujet qui me prend les tripes et refaire un documentaire. Ouais. Est-ce qu'il y aurait question ou commentaire? Bonsoir, merci pour le film, j'ai vraiment adoré. En fait, je vous ai entendu hier à la radio et vous disiez que en fait, l'histoire, vous avez déjà ressenti en fait ces passages d'été où on se sent un peu exclu parce qu'on part pas en vacances, etc. Et en fait, le film il m'a paru vraiment réel, et je me demandais si la maison, en fait, c'est quoi ce décor en fait? C'était quoi le décor? Non, en fait, sincèrement, parce qu'en fait, je suis en architecture et je traite d'un sujet comme ça. Et je me demandais si c'est réel aussi, si c'est une maison de vacances, une ancienne maison, la vraie maison de la grand-mère. Alors en fait non, c'est marrant parce qu'il y a quelques jours on m'a demandé si c'était carrément en studio, donc je me suis dit on n'a vraiment pas les moyens de faire une maison en studio, mais non, en fait c'est une maison, c'était très important la maison parce que comme vous avez dû le sentir, c'est quand même vraiment un personnage du film, et donc on l'a cherché longuement, et en fait c'est le notaire du coin, un village tout proche du lac, à 10 minutes du lac, qui nous a proposé ce magnifique bien, qui était une maison qui était abandonnée depuis 2 ou 3 ans, et c'était un homme qui y vivait seul, sa maman était décédée, donc il y avait quelque part un petit peu l'identité de la grand-mère. Voilà, on sent que ça fonctionnait bien chez nous parce que c'était a priori une maison qu'ils auraient héritée de leur grand-mère. Et donc, la maison était complètement vide, il n'y avait plus l'eau, il n'y avait plus l'électricité, donc on l'a vraiment investi. Et en termes de déco, moi j'avais vraiment envie qu'on sente cet héritage de la grand-mère dans les meubles, mais aussi quelque part l'ameublement qu'ils auraient été chercher par-ci, par-là. Donc il y a vraiment un peu un mélange des genres entre l'héritage et la récup qu'ils ont fait eux. Voilà. L'actrice qui joue la mère, comment elle est arrivée? Comment est-ce que vous l'avez dirigée ou pas? Et même la garde-robe, je trouve assez fantastique. Donc c'est Louise Manteau qui, elle, du coup, est actrice professionnelle. C'est une des actrices professionnelles du casting. On l'a trouvée en casting, pour le coup. Et en fait, moi, j'ai fait tous les castings des mamans avec Purday et Mackenzie, en les faisant directement répéter des scènes à 3. Et je voulais vraiment qu'ils se sentent à l'aise avec elle. Il y a des actrices avec lesquelles c'est pas du tout passé. Je voulais directement sentir une alchimie. Et en fait, je pense qu'elle a tout de suite déjà très bien compris le rôle, et puis elle a compris comment elle devait leur parler. En fait, il y a des actrices qui, étrangement, essaient justement de se faire hyper copains et presque en faisaient trop. Et en fait,
Mackenzie et Purday, c'est vraiment comme des chiens, quoi. Ils sentent tout de suite quand quelqu'un est un peu faux, un peu. Donc, en fait, c'était la rencontre la plus simple et la plus organique. C'était pas évident pour elle parce qu'il fallait quand même trouver le ton juste. En fait, eux ils revenaient d'un an de travail où j'avais vraiment créé une méthode autour d'eux pour justement être le plus naturel possible et qu'on ne sente pas d'effet de mise en scène. C'était un peu le cadeau d'avoir un casting non professionnel, c'est qu'ils n'avaient pas d'a priori, ils n'avaient pas de méthode de jeu hyper définie et remâchée. Donc il a fallu, Louise a fait un assez beau travail parce qu'en plus elle a compris que c'est un personnage très hors champ, assez fantomatique, donc elle a vraiment trouvé la juste place, mais il a vraiment fallu accorder les violons, quoi. Ah, ça c'est bien, ici devant, comme ça Mano est obligé de courir. Donc il faut que la prochaine question vienne en haut à gauche. C'est un peu plus devant, la jeune femme isolée avec des lunettes. Désolé. Mais on peut résoudre ce problème après, hein, s'il faut. Je voulais savoir comment vous avez filmé la scène où il essaie de le noyer. Parce que de nouveau, dans un truc de production légère, normalement, j'imagine qu'on prévoit vachement de sécurité et tout ça. Et du coup, est-ce que c'était le cas ou vous avez fait ça un petit peu à la Non. Okay. Oui, normalement, oui, dans un monde idéal. Mais bon, après, on était quand même à hauteur de genoux. J'essaie de se défendre. Non, il n'y avait pas les pompiers. Mais on était des adultes responsables tout autour d'eux. Et moi, j'ai tous mes brevets de piscine. Donc, voilà. Mais non, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de sécurité. Et d'ailleurs, ce jeune homme était assez effrayé parce que Mackenzie n'arrêtait pas de dire qu'il allait lui laisser la tête dans l'eau pour lui faire peur. Donc voilà, ça c'est des petites aides à la mise en scène qui arrivent à point. Aux États-Unis, il faut mentir. Oui, Par je exemple, sais, si Bonello sur Saint-Laurent, où il y a un chien à un moment donné qui prend des psychotropes, il a fait une blague en disant que le chien avait réellement pris des psychotropes et Sony qui distribuait le film c'est pas très très bien passé. Il faut apprendre à mentir. Je pourrais tenter un petit buzz. Il y avait des pompiers sur le tournage, évidemment. Ah, ici, tout devant. Ah, après. Bonsoir Paloma. Une petite question sur le montage. Est-ce que c'est un film qui s'est donné facilement au montage, beaucoup de temps, beaucoup de retravail, beaucoup de réécriture au montage? Comment s'est passé le montage? Alors juste, est-ce que c'est un prof de montage qui vient de poser la question? Alors, le montage, le workflow. Le montage, c'était 14 semaines, je crois, c'est ça, hein? Ils ne savent plus. Ils ont payé, ils ne savent plus, c'est 14 semaines. Hein. C'était 14 semaines et ça s'est plutôt bien passé. Il y a quand même une certaine réécriture parce qu'il y avait justement tous ces moments un peu documentaires, entre guillemets, des moments d'improvisation, surtout dans toutes les observations de Mackenzie Donovan au lac. Voilà, et donc il a vraiment fallu trouver plutôt le ton juste, en fait, parce qu'on ne voulait pas non plus que le film soit complètement hybride. Donc on a quand même respecté quelque part une narration assez forte, tout en permettant des petits moments d'éclat plus documentaires. Donc oui, il y a quand même une certaine réécriture. Je pense que c'est un film qui pouvait vraiment se monter un peu dans tous les sens. Et voilà, le plus gros travail, c'était plutôt de créer cette absence à un moment donné de Mackenzie. Sa maman part, puis Purday part chez son copain, et donc il se dispute avec Donovan. Il y a vraiment ce moment de flottement, et c'est ça qui nous a pris quelque part le plus de temps, parce que dans un film de duo comme ça, ce qui est compliqué, c'est de perdre trop longtemps un personnage. Donc, et en même temps, on ne veut pas sans cesse faire un ping-pong. Donc il fallait à la fois arriver à créer cette relation très soudée entre le frère et la sœur. En même temps, ils ne sont pas tellement ensemble, et voilà, il fallait quand même arriver à les souder, même quand ils ne sont pas ensemble, ils pensent l'un à l'autre, ils s'inquiètent l'un de l'autre, et voilà. Paloma, la phrase de la fin, elle était écrite à la base ou elle est venue plus tard? C'est le seul dialogue écrit de cette scène-là. Voilà. Donc tu savais que tu l'allais... Oui. Ouais. C'est comme Harry Potter dont elle avait écrit la fin avant. Voilà. Ouais. Donc il y a une question tout en haut au milieu. Et du coup, j'en profite pour te poser la question de savoir quel était pour toi le plus gros défi sur le film? Arriver à travailler ce naturel avec eux quand même, parce que quand on les voit comme ça, on se dit que c'est peut-être facile, et en fait, si je vous montrais les premières images que j'ai tournées avec eux, on se disait oui, qu'est-ce que ça va donner, est-ce qu'on va arriver à tenir une narration? Donc c'était plutôt ça. Merci pour ce beau film d'abord. J'avais une question. Comment est-ce qu'on passe à la réalisation au grand format quand on est issu d'une école qui
a priori, ne forment pas spécifiquement à la réalisation? Ça, c'est ma première question. Et j'ai une deuxième question, peut-être un peu moins ardue. Quand on sort d'un tournage comme celui-là, comment se passent les réunions de famille après? Alors comment on passe à la réalisation? On réalise quand même au sein de l'AEL, vous le savez. Donc, moi j'ai toujours fait, j'ai fait les exercices documentaires et puis j'ai fait un film de fin d'études. Et donc en sortant de l'AEL, j'ai travaillé plutôt comme technicienne, comme assistante cam. Mais très vite, il m'est venu l'envie d'écrire, donc j'ai commencé à écrire Petit Samedi et je suis passée par les ateliers d'écriture. J'ai fait l'atelier du CVB, j'ai demandé une bourse à Dérive, j'ai demandé une bourse au WIP. En fait, c'est plein d'étapes de travail qui te permettent de commencer à constituer un dossier. Et puis, j'ai été très bien entourée par Michigan Film, qui forcément ont une certaine pédagogie. Et voilà, c'est des producteurs qui s'investissent beaucoup artistiquement. Donc, j'ai pu quelque part poursuivre l'aspect un peu pédagogique de mon travail. Et puis, je crois que j'ai essayé de mettre l'ambition au bon endroit. C'est-à-dire que Petit Samedi, je sentais que avec les armes que je possédais déjà, je pouvais le faire. Et puis ensuite, ici, pareil, je pense que j'ai fait le bon choix, on a fait le bon choix en allant vers la production légère parce que ça me permettait quelque part de continuer à développer l'outil, de continuer à apprendre, de ne pas forcément me mettre cette ambition de devoir passer à un scénario hyper écrit et à un financement normal parce que je pense sincèrement que je n'avais pas les armes vraiment narrativement en termes d'écriture pour passer ce cap-là. Donc voilà, j'ai continué de grandir dans le travail et j'ai pas eu peur d'avoir l'air bête et j'ai pas eu peur de poser des questions et d'observer beaucoup. Voilà. Et la deuxième question, c'était les repas de famille. Je les vois pas souvent les deux là. Donc, mais quand je les vois, c'est toujours un bonheur. Mais pour l'instant, quand on se voit, c'est toujours un peu autour du film. Donc voilà, ça se passe bien. Bonsoir. Du coup, ça rebondit un petit peu sur ce que monsieur a dit. Mais ma question, je l'avais déjà pendant Mackenzie et je l'ai encore plus aujourd'hui. Du coup, c'est par rapport à votre rapport avec ces deux personnages avant les projets et comment elle a pu évoluer aussi maintenant et peut-être après. C'est particulier parce qu'on finit par créer un peu une responsabilité. Alors, Perdé est ma nièce, Mackenzie est son demi-frère, donc on a un petit lien de famille, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Perdé, moi, je l'ai pas tellement vu grandir, donc je l'ai vraiment retrouvé à travers le cinéma, et donc notre lien, il s'est créé au moment de faire des films, en fait. Donc c'est un peu particulier. Ouais, en effet, on ne peut pas claquer la porte à la fin du film et se dire « Allez, salut, je ne vous verrai plus jamais », parce que je me sens un peu responsable d'eux, j'essaie de les aider autant que je peux. C'est particulier, en fait, d'offrir une opportunité comme ça à quelqu'un et puis de ne pas l'aider pour la suite. Donc voilà, j'ai prévu d'ailleurs cet été de faire un peu de coaching et de les aider à mettre le pied à l'étrier. Mais est-ce qu'ils font des études ou pas? Est-ce qu'elles, par exemple, je veux dire concrètement, parce que c'est déjà un pied à l'étrier que leur donner le film. Ils ont dû, durant tout le temps de préparation, tournage du film, malgré tout, être confrontés à eux-mêmes, ce qui n'est pas rien. Et donc, du coup, dans leur devenir personnel, quelle est déjà peut-être l'influence que ils regardent un peu plus de films maintenant. Mackenzie travaille dans le bâtiment et Purdell travaille dans l'esthétique. Donc, a priori, rien à voir pour l'instant, mais on va voir. Et du coup, tu leur as demandé de voir des films avant le tournage ou pas? Non, c'était un choix que j'ai fait de pas, parce que le peu de fois où il y a une fois où j'ai un peu essayé, en fait la semaine d'après il me faisait des trucs, il se prenait pour DiCaprio quoi. Donc voilà. Tu leur as demandé de voir quoi? Je sais même plus. Un truc qui passait à la télé, je dis tiens regardez ça. Je crois qu'ils n'ont même pas tout regardé, mais voilà. Bonsoir. Déjà bravo pour le film et je voulais savoir au niveau de la lumière comment vous aviez travaillé parce que j'imagine qu'il y avait beaucoup de lumière naturelle avec le beau soleil la journée mais la nuit je vois que c'était beaucoup plus travaillé et du coup je voulais un peu savoir. Alors en effet dehors on avait la chance d'avoir du beau temps et dans la maison Léo répondrait mieux que moi mais bon Léo en fait je ne veux même pas dire il mais Léo qui a fait un travail magnifique a fait énormément d'installations, on a commencé à bien maîtriser ce décor donc voilà, il y a quand même pas mal de sources surtout pour la nuit. C'était toujours un peu un défi de réussir ces sodiums et voilà, Léo qui a un véritable couteau suisse a fait un beau boulot, mais vous irez lui parler après pour les détails techniques de ces installations. Le montage, on a fait l'image, il n'y a pas encore eu de question sur le son.
Le son, oui. Non, je rigole. Non, c'était un travail magnifique. C'était un travail magnifique. Il n'y avait pas de perchman. Donc voilà, ça va vous intéresser. Il n'y a pas de perchman. Non, Thomas Grimm-Landsberg a travaillé tout seul. Ça fait partie aussi de nos petites restrictions budgétaires. Donc voilà, il a été très courageux. Et puis voilà, on a fait un super boulot de montage son avec Ludovic et puis un magnifique mixage avec Aline. C'était un très beau travail d'arriver à créer voilà, la ruralité autour de la maison et en même temps cette maison qui est jamais tranquille. Il y a toujours du bruit en fait, que ce soit les insectes, les motos qui passent, les voisins qui gueulent, le chien qui aboie. Ça se tait jamais en fait. Et c'est ça qui m'intéressait aussi, c'est quelque part la porosité de cette maison. Le plancher craque, la pluie fait du bruit. En fait, il y a une espèce de bruit permanent. On sent que les murs sont pas épais. De pièce en pièce, ils s'entendent. Donc tout ça, ça a été vachement réfléchi, très bien bruité aussi. Et puis voilà, il a fallu affronter le tourisme au lac de l'Odeur au mois d'août. Je ne sais pas si vous imaginez, mais c'était tous les jours qu'on venait nous dire est-ce que c'est la RTBF? Donc voilà, on a dû aussi gérer cette masque-là, quoi. Ah, bah c'est bien. Bonjour. Moi, j'avais une question par rapport au casting. Vous avez parlé de la mère qui a dû s'intégrer au duo. Et je me demandais, les autres personnes, notamment Donovan ou Youss, si c'était du coup déjà des connaissances ou c'était aussi un casting qui a aussi dû s'intégrer au duo. Alors Amin Hamidou qui joue Youssef, c'est un jeune comédien qui commence à avoir travaillé dans pas mal de projets. Vous l'avez peut-être vu dans le Paradis de Zénon Graton, qui est au Conservatoire de Liège. Et donc lui, c'était un casting, pareil, qu'on a fait avec Purdey, et ça a vraiment fonctionné à l'alchimie qu'il y avait entre les deux. Et puis Donovan, c'est un jeune acteur du cours Florent. Non, je connais. C'est une très mauvaise blague. Non, c'est le meilleur ami de Mackenzie. Voilà. Voilà. Et l'épicière, c'est une copine de ma mère. Voilà. Et puis, il y a aussi du casting dans les collègues de boulot de Purdey, qui sont aussi comédiennes pro, semi-pro. Moi, j'ai une question de nouveau sur le lac de l'Odeur, parce que c'est quand même un endroit assez atypique quand on y a été. À quel moment l'idée est venue d'aller tourner là-bas? C'était directement à l'origine de l'écriture ou parce que voilà, c'est tellement spécifique ce lieu, avec à la fois des gens de Charleroi et puis depuis quelques années, comme vous avez dit, toute la bourgeoisie hollandaise, bruxelloise, et donc c'est vraiment un lieu très marquant au niveau des classes sociales aussi. Alors en fait, moi j'avais quand même beaucoup travaillé en bord de Meuse. Je savais que je pouvais plus tourner dans mon village parce qu'on serait jamais tranquille. Mais j'avais quand même envie je partais un peu de mes souvenirs d'adolescence aussi. Donc moi j'ai vraiment grandi au bord de l'eau. Alors ça va vous sembler atroce, mais on y nageait dans cette Meuse. Donc j'avais aussi ces souvenirs de baignade et de ces étés un peu charnières. Et donc quand j'ai commencé à écrire, je sais que je sentais que j'avais besoin d'un territoire assez fort. Et quand j'étais jeune, j'ai de temps en temps été au lac de l'Odeur. Donc j'avais moi-même une image mais voilà, qui était assez dépassée, donc je l'ai vraiment redécouvert. Pour le coup, c'est vrai que mes méthodes sont toujours un petit peu d'un besoin d'immersion dans un lieu, quoi. Donc j'y ai repassé beaucoup de temps et j'ai découvert en effet cette explosion de tourisme et ces 200 maisons en bois à l'américaine, et ça a vachement nourri l'écriture du film. Donc voilà, j'avais besoin d'un territoire fort et qui puisse en effet exprimer ce choc des classes. Voilà, moi je me demandais, on est beaucoup, je pense, ici à La Haye, de vouloir travailler dans la fiction et dans des grands films avec des gros financements. Au-delà de l'impression de partir en vacances et cette sensation de liberté, qu'est-ce que la production de Légère vous a apporté, que vous avez beaucoup apprécié? Une obligation quelque part de tourner rapidement. Le film il doit se faire dans les 2 ans quand on obtient l'aide à la production Légère. Et en fait, avec lui, il y avait une certaine urgence parce qu'il m'avait dit oui, mais j'étais pas sûr qu'il me dirait oui l'année d'avant. Donc, quelque part, ça nous a tous poussés à vraiment avoir une deadline assez proche et à faire les choses rapidement. Mais je crois que c'était un bon élan, c'était pas une pression malsaine, c'était au contraire une envie de le faire vite. Les producteurs ont pris énormément de risques parce qu'on a commencé à tourner sans avoir la totalité des financements. Donc, on a tous eu un peu cette adrénaline-là et je pense que c'était assez sain de le faire comme ça, en fait, paradoxalement. Et puis, oui, je le redis, une certaine liberté et la possibilité de mélanger un peu les méthodes et de vraiment créer une méthode autour d'eux. Voilà. Oui, mais c'est aussi intégrer un jeu et une manière de faire.
parce que c'est aussi remettre un dossier qui est pensé par rapport à la production légère, en dialogue aussi avec un producteur, et c'est pas faire ce que certains pensent, un film à bon marché ou un film cheap ou low cost. Non, bien sûr. Et puis, faut pas que les gens se sentent abusés. Voilà, on n'était pas dans des salaires mirobolants, mais on tenait quand même à ce que tout le monde soit payé correctement. Et puis, oui, il faut tout repenser différemment en essayant que ça fasse pas papier mâché, quoi. Donc, tout doit être vraiment écrit en fonction. Mais je pense que c'est une très bonne école, en tout cas, pour la suite. Et je pense que ça vient aussi de ma formation de la Elbe. En fait, je pense que j'avais une telle connaissance de l'éventail des différents postes que je savais quelque part là où je pouvais couper, là où on allait pouvoir porter 2 casquettes, là où on allait pouvoir faire des économies. Ce qui n'est pas toujours le cas des réalisateurs ou des réalisatrices qui parfois ont vraiment un manque des connaissances techniques et qui du coup ont beaucoup de mal à arriver à penser un tournage différemment et à envisager d'autres méthodes. Donc voilà, ça c'est un peu c'est un cadeau quelque part de la formation de la L, parce qu'on est en effet un peu couteau suisse. Et donc j'avais la capacité de voir, d'avoir une vue d'ensemble du tournage, quoi. Si Jeanne Brunfaux était là, elle serait très heureuse parce que vous cochez toutes les cases, atelier de production, production légère, et je pense que la direction de la Elbe est très contente de votre réponse, qui est très bien, hein, ceci dit en passant. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires ? Normalement, c'est le moment où je vends la masterclass de jeudi en 2x8, où Alice et Sébastien viendront parler spécifiquement de la production du film. Bonsoir. Premièrement, je tiens à vous féliciter pour ce film qui m'a personnellement pris aux tripes. J'avais une question concernant la fin. Est-ce qu'il y a un message en particulier qui vous est plutôt personnel, parce que personnellement je me suis fait mon avis sur le film et j'ai pensé en prendre un message, il m'a beaucoup touché. Mais quel est le message de votre part ? J'avais pas tellement envie d'enfermer les personnages dans une fin trop définitive, parce que le film il est quand même vachement centré sur un moment de vie, une tranche de cette vie-là. Il y a beaucoup de doutes de leur côté et j'avais envie que le personnage il parte un peu avec ses doutes aussi. Alors après on voit le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, mais ce qui m'importait le plus c'était que quelque part on sente que Mackenzie avait fait ce chemin, il avait beaucoup d'espoir à l'idée que sa mère revienne et quelque part il se rendait compte finalement que le plus important pour lui c'était justement la relation avec sa sœur. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie de finir dans un éclat de rire, parce qu'on attend un conflit qui ne vient pas et on a besoin que ça exulte, que ça sorte, et je pense que ça c'est assez typique de l'adolescence. C'est justement ce côté où on arrive à rire de tout, du pire, et on en a besoin même. Et donc voilà, moi j'avais vraiment envie qu'on ressente sur la relation et qu'on sente quelque part que c'est là ce qu'ils sont en train de faire, de manger des frites à 2 dans la nuit, ça leur suffit, et ils s'entendent enfin sur la question de moi non plus j'ai pas envie de rentrer, quoi. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un prend le poids de la dernière question ? Bonjour Paloma. Donc déjà merci pour ce film, c'est une très belle découverte et c'est très inspirant. Donc je suis moi-même ici étudiant à la Elbe avec plusieurs de nos confrères. Et moi j'aimerais poser une très simple question. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conseil, comme message pour nous les futurs diplômés qui voudraient se lancer dans la réalisation ? Moi, je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais de mettre l'ambition au bon endroit, c'est-à-dire de pas forcément vous lancer dans des projets qui sont trop gros pour vous et qui vous vont faire perdre beaucoup d'années de votre vie et de votre confiance en vous-même aussi, je pense. C'est pas pour ça qu'il faut voir petit, hein, mais je pense qu'il faut mettre la barre au bon endroit. Il ne faut pas hésiter justement à frapper aux portes des ateliers d'écriture, des ateliers de réalisation, comme je le disais, parce que ce sont des petites structures qui vont vraiment vous permettre de créer vos dossiers. Je crois que c'est ce qui est le plus difficile quand on sort de l'école, c'est qu'on a beau avoir dû peut-être faire un dossier à l'école, c'est quand même, c'est pas que c'est différent, mais c'est quand même ça dépend un peu du format que vous allez travailler, mais c'est une partie qui est très très importante en fait. C'est vraiment un outil dans chaque commission à laquelle vous allez essayer d'aller chercher des financements, chaque télévision, partout. On va vous demander des dossiers, on va vous demander parfois de les adapter, de les réécrire en fonction de l'endroit où vous allez, en fonction du pays. Donc voilà, cette écriture-là, elle est très importante. Et puis
travailler, alors c'est toujours un grand mot, ça fait un peu hyper capitaliste de dire il suffit de travailler, mais voilà, le repérage en fait aussi. Que vous fassiez du documentaire ou de la fiction, il faut vraiment vous mettre dedans. Vous avez la chance d'avoir une formation technique, filmer, peu importe, même avec un téléphone, mais prenez le temps en fait de vraiment rentrer dans vos sujets, que ce soit un documentaire ou une fiction. Là, je prépare une autre fiction, ceci c'est une fiction, je les ai énormément filmés, voilà, j'ai trouvé un territoire aussi. On n'est pas toujours obligé de partir de soi. Moi, je sais que pour l'instant, j'ai fait des films très intimes. On peut partir de choses qui sont très loin de nous, mais je pense qu'il faut une certaine immersion. C'est important parce que vous allez parfois devoir défendre des projets pendant 2, 3, 5, 10 ans. Et à la 3e année, il faudra avoir encore autant de volonté. Et cette volonté-là, je pense qu'elle naît uniquement si vous êtes parvenu à ancrer le film vraiment dans vos tripes et vous savez exactement pourquoi vous voulez le faire. Donc on en revient toujours à l'intention aussi, quoi. Voilà. Parce que vous allez devoir survivre en effet à des financements, à des Q&A, donc sans cesse il va falloir vous souvenir pourquoi vous l'avez fait et avoir toujours la même envie, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.